Et donc, je repartage. Voilà, là, vous avez accès au visuel? Absolument. Oui. Super. Bon, bah, je vous remercie déjà d'être présentes et présents aujourd'hui. Je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Marjorie Gerbier-Aublanc. Je suis astrologue, numérologue, thérapeute. Et donc j'exerce à Vannes dans le Morbihan, mais également à distance en visio. Et j'ai un parcours, comme vous allez, je pense, le constater en m'écoutant là pendant cette heure. Moi, je viens du milieu de la recherche scientifique. Je suis sociologue et anthropologue de formation. Donc, on va dire que je suis une chercheuse dans l'âme. Et c'est ce qui m'a animée en fait aujourd'hui. Donc, j'ai un peu le trac. C'est une première pour moi d'oser lancer un webinaire comme celui-ci, mais il me semblait que là, il était important de pouvoir communiquer, transmettre autour de ce qui se passe. Donc voilà. Puis à titre personnel, parce que tout cela m'intéresse profondément, je fais des petites recherches, on va dire, et bon, c'est vrai que ces recherches-là, ça m'a donné envie de les partager, en fait, de découvrir tout ça. Et c'est quand même beaucoup plus sympa d'animer un webinaire et de parler à des personnes qui sont là, présentes, physiques, plutôt que de faire une vidéo toute seule. Donc voilà l'objectif enfin, en tous les cas, l'intention de ma démarche. Donc mon intention, c'est pas du tout d'apporter des solutions, de prédire l'avenir, parce que je ne sais pas ce qui va se passer et que je n'ai strictement aucune solution à proposer. Mon objectif, ce n'est pas non plus d'entrer dans le débat politique actuel, dans les débats d'idées, d'opinions, de prendre parti, parce que c'est vraiment pas l'objectif, hein, vraiment ici. Là, pour moi, mon intention, c'est vraiment de transmettre des connaissances mises en perspective avec des événements d'actualité passée et présente, des connaissances astrologiques et numérologiques. Vous allez voir, ça va surtout tourner autour de l'astrologie mise en perspective avec de la numérologie, pour favoriser, je dirais, de manière très modeste, l'élévation de conscience. Voilà, mon objectif, c'est de transmettre des connaissances pour permettre aux personnes de réfléchir en conscience à ce qui se joue. Donc, j'ai mes petites notes. Vous m'excuserez si parfois je dois lire un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là, c'est vrai qu'on vit une période, en tous les cas sur le plan astrologique, assez intense, et sur le plan numérologique aussi. Une période assez intense où la conscience devient nécessaire pour pouvoir engager les métamorphoses qui sont attendues. Donc là, je vous ai mis une citation d'un ouvrage qui a commencé à traiter de ces sujets-là en 2008, L'urgence de la métamorphose, où les auteurs nous invitent à avancer en conscience. Et ils écrivent aujourd'hui, c'est la conscience, cet outil encore mystérieux au stade actuel de nos connaissances et face auquel nous ne sommes encore que des apprentis d'humains, que nous devons apprendre à toujours et mieux utiliser. Il en va de la survie de l'humanité. Alors, sur le titre de l'ouvrage, l'urgence de la métamorphose, on va voir que sur le plan astrologique, l'urgence, elle est clairement questionnable, puisqu'à l'inverse, la métamorphose va prendre certainement du temps. Et en tous les cas, c'est ce à quoi nous sommes appelés du point de vue astrologique. Mais c'est vrai que dans cet ouvrage, cette histoire d'avancer en conscience, elle vient nourrir cette possibilité d'explorer des pistes de transformation féconde qui vont reposer sur la volonté d'agir et d'être de manière différente. Et là, on est pleinement, avec cette phrase-là, dans alors ce que certains appellent l'entrée dans l'ère du Verseau, mais en tous les cas, dans cette vibration du Verseau qui est fondamentale aujourd'hui sur le plan astrologique, puisqu'on a un transit important, un événement mondial, je dirais, sur le plan astrologique, qui est l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Pluton est entré dans le signe du Verseau le 24 mars, donc c'est de la semaine dernière.
Pourquoi c'est un événement mondial, cette entrée de Pluton en Verseau? Parce que la révolution de Pluton, c'est-à-dire son tour du Soleil, elle dure 248 ans. Donc, Pluton revient dans un même signe tous les 248 ans. Donc, ça fait 248 ans que Pluton n'est pas entré en Verseau. Donc, et Pluton, en plus, comme c'est la planète, donc les astronomes l'ont reléguée maintenant au plan de planète naine, elle n'est plus considérée comme une planète, Pluton, mais c'est une planète lente du point de vue astrologique. C'est la plus lente, c'est celle qui met le plus de temps à faire le tour du Soleil, et c'est celle pour laquelle... Donc, ça veut dire que c'est la planète qui va rester le plus longtemps dans chaque signe du zodiaque. Elle va rester à peu près 20 ans dans un signe. Et donc, la traversée des planètes en signe, elles sont là pour nous apprendre à intégrer les différentes dimensions du signe. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que Pluton, comme c'est la planète la plus éloignée du Soleil, pour opérer sa révolution, c'est celle qui a le besoin de mobiliser le plus de force, donc le plus de puissance. Donc c'est une planète extrêmement puissante. Donc là où transite Pluton, c'est en général porteur de puissance, d'intensité. D'autant qu'on verra par la suite, Pluton, sa symbolique première, c'est justement la symbolique de la métamorphose. Voilà, mais avant d'entrer dans le détail de ce que signifie le transit de Pluton, 2023. 2023, sur le plan numérologique, c'est une année universelle 7. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la vibration du 7 sur le plan numérologique? Alors, j'ai repris le titre de Delphine Ragon qui a fait une vidéo là, au mois de décembre 2022, avant le passage à l'année 2023, où elle expliquait, enfin en tous les cas, elle intitulait sa vidéo sur l'année universelle 7 comme le fait de passer du secret au sacré. Ce qu'elle entendait par là, entre autres, parce que c'est assez riche. Je vous invite vraiment à visionner sa vidéo, je vous ai mis le lien ici. C'est de mettre, en fait, c'est une année, l'année universelle 7, la vibration du 7, qui nous permet de mettre de la clarté et de la conscience, justement, là où les choses peuvent être floues. Le 7, dans ses vibrations lumineuses, il a besoin d'acquérir des connaissances il a besoin de se nourrir intellectuellement, spirituellement, pour y voir plus clair, pour mettre de la lumière et pour pouvoir s'élever en conscience. Le fait que 2023, ce soit une année universelle 7, c'est aussi très important sur le plan universel, puisque les cycles numérologiques, ce sont des cycles de 9 ans. Ça fonctionne à l'échelle de l'individu, à titre individuel, mais ça s'applique également aux cycles universels. Et donc, un cycle de 9 ans, quand on arrive dans une année universelle 7, ça veut dire qu'il reste 3 ans. Donc, on engage le 3e tiers avant la fin du cycle. Et ce 3e tiers, l'année 7, l'année 8 et l'année 9, c'est une période où on est invité en année 7 à prendre du recul pour réfléchir, pour analyser, comme je le disais tout à l'heure, pour se nourrir aussi d'autres types de savoirs, de connaissances, et pour pouvoir s'élever en conscience, comme je l'ai dit tout à l'heure, année 7, pour pouvoir faire un premier bilan des 6 premières années du cycle qui se sont engagées, et puis pour pouvoir préparer, penser les transformations à mettre en place avant la fin du cycle, donc en année universelle 8 l'année prochaine. Et en année universelle 9, l'idée, c'est de clôturer, de faire un bilan global de ce qui s'est joué, de nettoyer, je dirais, une dernière fois et de se délester une dernière fois de ce qu'on n'a pas besoin d'emporter avec nous dans le nouveau cycle qui débutera du coup en 2026. Voilà, 2026, ce sera une année universelle 1. Si vous avez des questions, des commentaires, si je vais trop vite ou que ça n'est pas clair, n'hésitez pas à intervenir. Alors, ça reste c'est interactif. Hein. Voilà.
Donc déjà, rien que de poser ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant quand on voit ce qui se joue par la suite sur le plan astrologique. C'est-à-dire que sur le plan astrologique, c'est notamment le mois de mars qui va marquer un renouveau. Pour moi, c'est l'aube d'un renouveau, le mois de mars 2023. Toujours sur le plan numérologique, donc mars, c'est le 3e mois de l'année, c'est un mois qui vibre 3. Donc, je ne vais pas m'étendre sur les significations de la vibration du 3, sauf si vous le souhaitez. Mais, donc, tous les ans, le mois de mars, c'est un mois qui vibre 3. Mais mars 2023, c'est un mois qui va vibrer 1, puisque là, on va ajouter donc mars, la vibration 3, avec la vibration de l'année 2023, qui est une vibration 7. Donc, sur le plan universel, le mois de mars 2023, il vibre 1. C'est un mois universel 1. Et le 1, c'est l'énergie du nouveau cycle. C'est l'impulsion d'un nouveau cycle. Donc là, à l'échelle mensuelle. Mais en tous les cas, ça marque ce renouveau qui va être réaffirmé, je dirais, ou soutenu par la suite sur le plan astrologique. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant à noter ces parallèles ici entre l'astrologie et la numérologie. Mars 2023, donc un mois qui nous invite au renouveau. Il y a 3 événements astrologiques intéressants, importants, à différentes échelles, et voilà, mais qui se sont joués là, notamment sur ces 2 dernières semaines. C'est d'abord au moment de la pleine lune en Vierge, qui nous invitait au discernement, Saturne est entré en Poisson. Donc, Saturne, c'est une planète dont la révolution dure environ 30 ans. Donc, c'est aussi une planète lente. C'est la dernière planète qui est visible à l'œil nu. Donc, c'est la planète qui marque le seuil entre ce qu'on va appeler des planètes personnelles et des planètes transpersonnelles sur le plan astrologique. Donc, tous les 30 ans, Saturne entre en Poisson, revient en Poisson. Et Saturne, elle va rester 3 ans dans le signe du Poisson. Donc, ses effets sont moins importants que les effets de Pluton qui entre en Verseau, mais malgré tout, c'est assez notable quand Saturne arrive dans un signe. Il y a des choses qui peuvent être appelées à bouger. Donc, en Poisson, donc Saturne d'abord, excusez-moi. Les significations, elles sont multiples de Saturne en Poisson, et pour moi, en tant que chercheuse, comme je vous le disais, c'est vraiment l'observation empirique, je dirais, ce qui va s'expérimenter dans la matière au fil des années, qui va prévaloir à l'analyse théorique pour pouvoir justement tirer des interprétations de ce qui peut se jouer avec un Saturne en Poisson. Mais malgré tout, Saturne, c'est une planète qui nous parle de structure. C'est une planète qui nous parle d'ossature. C'est le tuteur qui va nous permettre de réaliser. De réaliser quoi? Les vibrations du Poisson, ces énergies que je vais vous décrire par la suite. Saturne, c'est une planète qui, sur le plan individuel comme sur le plan collectif, elle nous invite à nous responsabiliser, à nous élever en maturité par rapport au collectif, aux institutions. Sur le plan thérapeutique, Saturne, c'est la loi du père, c'est l'autorité. Donc, sur le plan collectif, je dirais, Saturne, elle vient questionner justement cette autorité sur le plan institutionnel. Comme je vous le disais, Saturne, c'est le gardien du seuil sur le plan astrologique. C'est la dernière planète visible à l'œil nu. Donc, elle peut représenter un mur protecteur qui peut nous limiter, être vécu dans ces dimensions limitantes dans un premier temps. Je dirais, donc elle peut être ressentie comme restrictive, comme un peu un empêcheur, comme un obstacle, tant qu'elle considère qu'on n'est pas mûr pour accéder au niveau supérieur de l'énergie qu'elle transite. L'énergie qu'elle transite donc de 2023 à 2026, c'est l'énergie du Poisson. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est un Poisson qui vient nous parler d'inconscient collectif. C'est un signe qui vient nous parler d'inconscient collectif, d'ouverture inconditionnelle. On dit souvent que les vibrations du Poisson, elles sont presque déjà déconnectées du monde matériel.
avec les vibrations du poisson, on a un pied sur terre et un pied dans le monde spirituel. Il n'y a plus de limite d'espace et de temps avec les vibrations du poisson. On est dans l'absolu, on est dans l'osmose, on est dans l'inconditionnalité sur tous les plans. Donc avec le poisson, on va toucher à tout ce qui n'est pas tangible, à tout ce qui n'est pas visible, comme je vous le disais, à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Ça peut nous parler, c'est un signe qui est éminemment spirituel, le poisson, donc ça peut nous parler, Saturne en poisson, d'une reconfiguration du rapport au spirituel. Ça peut nous parler, par exemple, l'arrivée de Saturne en poisson. Donc, comme je vous le disais, le passage d'une planète en signe, ça va être un moment qui va nous permettre de nous imprégner et d'apprendre à incarner les vibrations du signe qu'elle transite. Donc, Saturne qui transite le poisson, dans un premier temps, je vous le disais, ça peut être vécu comme limitant. Donc, on peut voir émerger des résistances, par exemple, face au monde spirituel. On pourrait, avec Saturne en poisson, imaginer aussi qu'il y ait des législations qui se mettent en place ou des formes d'autorité sur le plan institutionnel qui cherchent à gouverner le spirituel, la diffusion des messages spirituels, l'appréhension du spirituel. Mais également, ça peut nous permettre, Saturne qui passe en poisson, d'appréhender le spirituel avec plus de sagesse, plus de maturité, plus de responsabilité, de sortir un peu d'un rapport au spirituel perché, New Age, pour vraiment ancrer le spirituel dans la matière, le faire descendre et proposer pour les personnes qui travaillent avec le spirituel, par exemple, des accompagnements ou des messages qui servent concrètement les personnes, qui soient utiles, pragmatiques. Saturne, c'est vraiment une énergie pragmatique. Donc voilà, il y a toute une restructuration qui peut se faire autour de la manière d'appréhender le spirituel et de la manière de transmettre et de vivre la spiritualité au quotidien, avec Saturne qui transite le poisson. Saturne qui transite le poisson, ça peut aussi nous inviter à poser des limites. Je vous ai dit que le poisson, c'est un univers dans lequel il n'y a plus de limites. Donc, avec Saturne, qui, elle, qui lui est le gardien du seuil, il peut y avoir un ensemble de limites qui vont être posées ici. Des limites énergétiques qui nous permettent justement peut-être de faire preuve de plus de discernement dans l'ensemble de ce qui se passe autour de nous, notamment si on reste sur la vibration du spirituel, dans l'ensemble de l'offre spirituelle, peut-être faire preuve de plus de discernement ou ne pas nous laisser submerger. Dans cette dimension de ne pas nous laisser submerger, c'est aussi sur le plan énergétique, ne pas nous laisser submerger par l'inconscient collectif et par ce qui peut se jouer sur le plan de l'actualité. Parce qu'avec le poisson, on peut être perméable à tout ce qui se joue autour de nous. Il y a une espèce d'hypersensibilité. Donc, une hypersensibilité ou une hyperperméabilité à l'inconscient collectif. Un Saturne qui transite le poisson, encore une fois, c'est mes interprétations, mais pour moi, ça peut être un allié de taille pour nous permettre de poser des limites à ce que nous acceptons de voir nous pénétrer ou non. Et ça pose ici la question de à quel champ de fréquence souhaitons-nous nous connecter. Est-ce que nous souhaitons nous connecter au champ de fréquence de la peur, qui est diffusée en masse, notamment par les médias, ou est-ce que nous souhaitons nous connecter au champ de fréquence lumineux de l'énergie poisson, qui est le champ de fréquence de l'amour inconditionnel? Voilà, quoi qu'il en soit, ici, le passage de Saturne en poisson, il appelle à un peu de discipline, de la discipline spirituelle et créative, je dirais, pour nous aider à concrétiser nos aspirations, nos inspirations également, nos idéaux, nos rêves. Avec le poisson, on est dans le monde du rêve. On est dans le monde aussi des inspirations, voilà, des aspirations très élevées, des inspirations connectées, de la réceptivité inspirée. Saturne qui passe dans ce signe, ça nous demande des efforts, de la discipline. Saturne, elle appelle au travail, voilà, à fournir des efforts de structuration. Mais en tous les cas,
c'est vraiment un allié qui peut nous permettre de nous mettre au travail pour concrètement donner vie à ce à quoi nous aspirons profondément. Voilà, donc sur le plan collectif, ça peut se jouer sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Sur le plan individuel, il s'agit de regarder dans vos cartes, par exemple, bon, après, voilà, là vous pouvez faire appel à un astrologue ou on peut en discuter après, mais de regarder exactement quelle maison de vos thèmes est transitée par ce transit de Saturne. Ça peut vous indiquer en fait dans quel domaine de votre vie en particulier est-ce que ça peut se jouer. Mais sur le plan collectif, ça nous donne quand même, voilà, ça nous indique la direction aussi collectivement. À quoi se connecte-t-on et comment est-ce qu'on fait collectivement pour donner vie, pour structurer, pour bâtir, pour construire une société à laquelle nous aspirons qui soit le plus lumineuse possible. Voilà. Saturne en Poisson, ça peut aussi nous parler du rapport à l'humanité, au-delà du spirituel, du rapport à l'humanité. Donc là, je vous parlais d'amour inconditionnel en termes de connexion de champ de fréquence. Avec le Poisson, on est sur des dimensions d'humanité, d'humanitaire. Il n'y a plus de limite entre les individus. Nous sommes tous égaux. Nous nous accueillons et nous aimons tous les uns les autres. Donc là encore, je trouve que sur le plan collectif, c'est intéressant de mettre ça en perspective avec ce qui se joue. J'entendais encore, bon, moi je suis un petit peu déconnectée des médias, on va dire, hein, en toute honnêteté, donc j'écoute un peu d'une oreille lointaine, mais j'entendais encore toutes ces questions de rapport aux différences de salaire entre les travailleurs communautaires et les travailleurs non communautaires en France. Bon, toute la question des personnes en situation de migration et du traitement de ces personnes-là, des traversées encore de la Méditerranée, de la Manche à Calais. Moi, en fait, dans mon ancienne carrière, j'étais chercheuse, comme je vous le disais, et je travaillais notamment sur les politiques d'accueil des étrangers en France. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien et qui me tient à cœur. Mais voilà, Saturne en Poisson, il y a aussi tout un questionnement autour de comment appréhende-t-on l'humanité dans sa globalité. Avec un Saturne en Poisson, c'est est-ce qu'on, encore une fois, il peut y avoir un durcissement des lois, des réglementations en lien avec les migrations, par exemple, ou alors il peut y avoir aussi tout un ensemble de politiques d'ouverture et il peut aussi y avoir sur le plan gouvernemental des résistances avec justement un renforcement de la législation, mais sur le plan collectif social, je dirais, des mouvements qui existent déjà, hein, bien sûr, mais qui grandissent encore, des individus qui prennent des responsabilités voilà, pour l'humanité, je dirais. Donc, voilà, il peut y avoir ce double mouvement et bien d'autres hein, à créer qui peuvent être mis en perspective. Et donc, le Poisson, ça nous parle aussi sur le plan environnemental, ça nous parle de l'eau, des océans. Et c'est vrai que quand je regardais là, ce qui se jouait au niveau de l'actualité, il y a aussi tout un ensemble là, avec la question du réchauffement climatique. Il y a aussi tout un ensemble là actuellement de tensions autour de ce qu'on fait de l'eau. Comment est-ce qu'on retient l'eau? Est-ce qu'on retient l'eau pour servir l'agriculture, l'industrie, pour permettre la production pendant la période des périodes de canicule, et des personnes qui résistent à ces initiatives de rétention d'eau pour des raisons climatiques. Là, il n'y a aucun jugement de valeur, hein, je ne prends pas du tout de parti, mais c'est juste observer en fait ce qui se joue autour de l'eau, comment l'eau peut devenir un enjeu. Voilà, avec Saturne en Poisson, il peut y avoir des enjeux de pouvoir, d'autorité autour de l'eau. Voilà pour ce premier événement astrologique Saturne en Poisson, mars 2023. Un autre événement qui aura moins d'impact, je dirais, parce que c'est un événement qui est beaucoup plus court sur le temps, c'est la nouvelle lune qui a eu lieu le 21 mars à 0 degré du Bélier. Et donc là, c'est très intéressant parce que la nouvelle lune en Bélier, tous les ans, elle survient quelques jours après l'équinoxe de printemps, elle marque, quoi qu'il en soit, le nouvel an astrologique.
Mais là, elle s'est produite à 0 degré du Bélier. Et 0 degré, c'est le point de départ, je dirais, du zodiaque. C'est le point vernal, c'est vraiment le renouveau. Donc, je dirais que là, on est vraiment dans un nouvel an exacerbé sur le plan astrologique, dans un renouveau exacerbé, parce que ça se joue au tout début, à 0 degré du Bélier, à l'entrée de ce signe, de cette énergie. Donc, le Bélier, c'est un signe qui nous invite, ça vient ici renforcer la dimension du mois universel 1 de mars 2023. Avec le Bélier, on est dans des énergies de renouveau. Le Bélier, sur le plan astrologique, c'est, comme je vous le disais, l'équinoxe de printemps. La saison du Bélier, elle s'ouvre avec l'équinoxe de printemps. Et au printemps, qu'est-ce qu'on voit? On voit la nature qui renaît. Donc, il faut beaucoup de force, de courage, d'énergie à la nature pour ressortir d'un sol qui a été qui a été endormi pendant plusieurs mois. Donc, c'est cette énergie-là, l'énergie du Bélier. Puissance intérieure pour pouvoir renaître, pour impulser du renouveau, des nouveaux départs, initier, enclencher, commencer. Et donc ici, c'est vrai que pour moi, comme je vous le disais, il n'y a pas forcément d'effet durable de cette nouvelle lune en Bélier dans les années à venir. En revanche, quand on met en perspective la nouvelle lune en Bélier avec le mois universel 1, on voit quand même que ce qui va se jouer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, bah, c'est comme si tout ce qui se joue autour de cette nouvelle lune en Bélier, ça nous donnait un peu les prémices, ça nous donnait un aperçu de ce qui va se jouer plus tard. Donc c'est voilà, c'est comme si on avait un peu le synopsis d'une certaine manière, le début du film qui est posé, ce qui signifie voilà, pardon, ce qui s'initie en ce mois de mars 2023, c'est un peu la feuille de route de ce qu'on va être appelé à traverser, à expérimenter au fil des mois, au fil des années. Et donc, notre dernier, mais pas des moindres, transit de ce mois de mars 2023, c'est Pluton qui est entré en Verseau le 24 mars. Ah oui, je vois que j'avais noté quelque chose d'intéressant pour les parallèles astronuméraux avant de passer à Pluton. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais Saturne en Poisson, quand Saturne est entré en Poisson au moment de la pleine lune en Vierge, le 7 mars 2023, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Moi, j'aime bien jouer avec les nombres, avec... c'est que c'était un jour universel 8, le 7 mars. Et un jour universel 8, c'est la vibration du 8, c'est une vibration qui nous parle de métamorphose aussi. Donc voilà, je note simplement ça. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir que le premier des gros transits astrologiques, il intervenait en un jour, du point de vue numérologique, un jour universel 8. Donc Pluton en Verseau. Alors, Pluton en Verseau le 24 mars, mais jusqu'à la fin de l'année 2024, Pluton va faire des allers-retours entre le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Alors, je vous ai mis juste la carte, le thème astral, c'est la seule carte du ciel que je vous ai mis parce que l'objectif, c'est pas de rendre des choses compliquées d'accès. Voilà, c'est la carte du ciel là, de cette nouvelle lune en Bélier. Pluton, c'est cette planète-là. Donc, au moment de la nouvelle lune en Bélier, le 21 mars, voilà, elle était vraiment sur le dernier degré du Capricorne. Et là, entre mars 2023 et la fin d'année 2024, Pluton, elle va faire comme ça des petits allers-retours entre le Verseau et le Capricorne, ce qui est assez significatif sur ce qui peut se jouer justement sur le plan collectif. Parce que comme je vous le disais, Pluton, c'est un symbole de métamorphose, c'est un symbole de mort-renaissance. C'est une planète transpersonnelle qui invite, là pour le coup, à la mort de l'ego pour pouvoir nous connecter au collectif, nous dépasser, nous transpersonnaliser pour pouvoir agir au service du collectif. Donc Pluton nous montre ce que nous avons à faire mourir, ce que nous avons à purifier, ce que nous avons à nettoyer sur le plan individuel comme sur le plan collectif. C'est vraiment une énergie de transcendance et d'alchimie, Pluton. Ce n'est pas juste faire mourir pour détruire,
c'est transformer, c'est métamorphoser, c'est alchimiser. Pluton, elle présente, quand elle arrive dans un signe, ou quel que soit le signe dans lequel elle se trouve, comme c'est une planète qui reste 20 ans dans chaque signe, Pluton, elle présente des véritables défis générationnels, des défis sociétaux. Elle va nous indiquer des grandes orientations sociétales qui vont faire suite au vécu antérieur du passage de Pluton dans le signe précédent. Donc là, il y a vraiment une dimension de cycle. Je vous disais, avec Pluton, on est sur ce cycle de 248 ans. Donc on est vraiment sur des cycles quasi civilisationnels, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement large au niveau du temps. Pluton, dans son fonctionnement, c'est une nature instinctive qui n'a pas d'autre objectif que de maintenir son existence. C'est l'instinct de survie, au niveau individuel comme au niveau collectif. Et donc Pluton, dans cet instinct de survie primaire, je dirais, elle va s'opposer à tout ce qui tente de le détruire, de la détruire. C'est cette puissance de survie qui est suivie d'une puissance de métamorphose, puis d'une puissance de réalisation, d'alchimisation, comme je le disais tout à l'heure, de transformation. Là où Pluton transite, ça c'est mon interprétation personnelle, pour moi, quand Pluton transite quelque part, il est préférable de lâcher prise, d'accueillir et de ne pas chercher à résister au mouvement qui s'engage. Avec Pluton qui transite quelque part, les transformations, elles sont inévitables. En revanche, elles vont être lentes. Donc, plus on y résiste, plus ça peut être compliqué à vivre sur le plan individuel comme sur le plan collectif. En plus, comme c'est un transit très lent et que les transformations surviennent de manière très lente, ben voilà, ça peut être très intense. Donc pour moi, voilà, accueillir ce que Pluton nous propose dans le lâcher-prise en accompagnant ces transformations plutôt qu'en cherchant à y résister. Pluton, c'est vraiment une planète d'une grande puissance. Elle a été en Capricorne de 2008 jusqu'à 2023-2024, puisque je vous dis qu'elle est, pardon, en Capricorne ici, puisque je vous dis qu'elle fait des allers-retours entre le Capricorne et le Verseau. En Capricorne, elle est venue nous inviter à dynamiter les vieilles valeurs, les vieilles normes, les vieux paradigmes, notamment les paradigmes du patriarcat, puisque je vous le disais tout à l'heure que le Capricorne, ça nous parle de l'autorité du père. Et moi, ce que je trouve, sur le plan thérapeutique, mais ce que je trouve assez intéressant, quand j'étais enseignante à l'université de Rennes, là, en 2019-2020, moi, j'étais déjà pas mal sensibilisée à la question du transgenre sur le plan personnel, mais quand je suis arrivée à l'université de Rennes, parmi mes étudiants, il y en avait un certain nombre qui souhaitaient qu'on les appelle par un autre prénom que le leur, qui avaient des physiques assez androgynes et qui se réclamaient d'être non-binaires. C'est des jeunes qui ne souhaitaient plus être catégorisés, qualifiés comme des hommes ou comme des femmes. Et moi, je trouve que ça vient nous parler d'une forme de dynamitage, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, des vieilles normes, des vieilles valeurs, des vieilles manières en fait de concevoir le monde, de concevoir la société. Donc voilà, en Capricorne, il y a vraiment Pluton Capricorne, c'était toute une période où on a été appelé à sortir des vieux schémas en fait, à sortir de la tradition d'une certaine manière. Et on voit qu'il y a eu tout un ensemble de résistances à ça au fil de cette période, avec pas mal aussi d'attentats meurtriers, de personnes qui n'acceptaient pas qu'on puisse remettre en question certaines valeurs, certaines manières de voir le monde, de voir l'existence, donc ou qu'on puisse en rire. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très sérieux avec le Capricorne, on doit être sérieux, on n'a pas le droit de rigoler de tout. Enfin, voilà, il y a vraiment une énergie assez rigoureuse, en fait, dans le bon sens du terme, qui amène beaucoup de persévérance aussi, mais voilà, cette question de sérieux, de rigueur, de maturité.
qui est vraiment là avec ce Capricorne. Et quand Pluton passe par là, voilà, elle nous a invités à donc remettre en question certains paradigmes du patriarcat, comme je vous le disais. Ah oui, c'était une phrase d'André Stern, je ne sais pas si vous connaissez André Stern, c'est l'ambassadeur de l'enfance. C'est un homme extrêmement intéressant qui parle de l'éducation des enfants, de comment nous élevons nos enfants. Et il disait que il parlait beaucoup des lois pensées par des hommes blancs âgés. C'est pas pour faire de la discrimination, mais en tous les cas, c'est cette idée-là du patriarcat. On est vraiment dans quelque chose. Et lui, il invitait, je trouve qu'il a un discours qui est très verso, où il invite justement à aller au-delà de ça, à transformer ça. Et bien, avec Pluton Capricorne, on va aller justement déconstruire ces discours. Et avec Pluton en Verseau, on va chercher à en reconstruire de nouveau. Avec Pluton en Capricorne, pendant toute cette période, il y a eu aussi tout un retour à une forme d'austérité, à une forme de détachement. On voit bien le Covid, les dernières années du coup de Pluton Capricorne avec le Covid, il y a eu cette histoire de retour à l'austérité, de détachement, d'apprentissage ou de réapprentissage du détachement, d'une forme de solitude, de retour à soi. On est aussi là dans la dimension du Capricorne. Le Capricorne, il nous invite à nous détacher. Le Capricorne, c'est un peu l'archétype de l'ermite qui vit dans le dénuement au sommet de sa montagne. Donc on a vraiment eu cet enseignement-là qui nous a été proposé avec le transit de Pluton en Capricorne. Avec également Pluton Capricorne le risque de voir apparaître une pauvreté accrue sur le globe terrestre. Et on voit bien que cette période, ça a été une période aussi qui a été marquée, 2008, par une crise économique qui a affecté pas mal de pays. On voit bien que notamment au niveau de l'Europe, la Grèce, elle a beaucoup souffert de cette crise économique. Et ce qui est, excusez-moi le parallèle, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est que sur le plan des migrations, les législations européennes de contrôle de l'arrivée sur le territoire européen, eh bien, ces législations-là ont relégué à des pays tels que la Grèce, qui était déjà appauvrie, la responsabilité d'accueillir les migrants, donc de prendre à leur charge aussi tous les coûts sociaux, économiques en lien avec l'arrivée massive, enfin en tous les cas massive, bon, ce que veulent nous faire croire les médias, mais en tous les cas avec l'arrivée d'un nombre important d'immigrés sur le territoire européen. Donc on voit comment certains pays, comment certaines populations ont pu aussi vivre l'appauvrissement. Voilà, donc Pluton Capricorne, destruction de structures d'autorité et des institutions sur le plan, alors c'est peut-être pas de la destruction, mais en tous les cas une remise en cause assez profonde des institutions sur le plan de la santé, sur le plan de la justice, sur le plan de l'État. L'État a quand même été pas mal ébranlé avec Pluton Capricorne, sur le plan économique, etc., etc., etc. Avec justement Pluton Capricorne, des transformations, ou en tous les cas les prémices de transformation de façon de vivre, de façon de travailler, des reconversions professionnelles massives, massive à mon échelle, j'ai l'impression que ça se joue comme ça, peut-être pas, mais en tous les cas, un questionnement. Il y a quelque chose qui est en germination d'une certaine manière, dans la manière de percevoir l'avenir et de penser l'avenir. Donc Pluton en Verseau. Le Verseau, là où le Capricorne, c'est un signe qui venait nous parler de tradition, de normes traditionnelles, de valeurs traditionnelles, d'autorité. Le Verseau, lui, il invite à déconstruire toutes les hiérarchies sociales. Avec le Verseau, la devise française, liberté, égalité, fraternité, c'est des mots-clés du Verseau. Avec du Verseau, on est sur une horizontalisation de la société. Là où en Capricorne, on pouvait avoir un gouvernement pyramidal. En Verseau, on est invité à déconstruire à tous les niveaux pour tous nous remettre sur le même plan d'égalité et co-construire ensemble. Il y a vraiment cette idée avec le Verseau de co-construction, d'intelligence collective. Et une idée de réforme, de réformer l'ancien, de penser
le monde de demain. Avec du Verseau, on n'est pas dans le présent, on est dans du futur. On pense le monde de demain. C'est un signe d'air. Donc, on va être... le Verseau, il y a un côté avant-gardiste, un peu visionnaire, qui va pouvoir penser en avance sur le temps présent. Être un peu toujours un pas en avant avec du Verseau. Parce que le Verseau, c'est vraiment une connexion au mental supérieur. Donc, pas du point de vue... voilà, du point de vue spirituel, métaphysique, en fait, on appréhende le mental à deux dimensions. Il y a le mental inférieur, d'une certaine manière, qui est le mental qui nous accompagne au quotidien, qui est ce mental qui peut nous parasiter. Moi, je dis souvent, c'est les lunettes sales. En fait, c'est ce qui nous amène à voir le monde d'une certaine manière. Là où, quand on se connecte au mental supérieur, le mental qui est directement connecté au plan de la conscience, en fait, on va être connecté à des vibrations beaucoup plus élevées et à une dimension de quête de vérité. Une quête de vérité, voilà, avec plus une prise de hauteur différente. En tous les cas, avec le Verseau, on est là-dedans. Donc le Verseau, il perçoit, il voit, il pense et il dit la vérité. Parfois un peu froidement. Il peut être déconnecté du réel aussi, en étant trop connecté au monde du mental, justement, le Verseau. Donc là, il y a un point de vigilance à avoir avec cette vibration du Verseau, à rester bien connecté à ce qui est faisable dans le présent et pas être trop anticipé, pas être trop dans le futur. Voilà. Pluton Verseau, on est clairement dans un sérum de vérité. Parce que avec Pluton, il n'y a pas de faux semblant. Là où Pluton passe, voilà, ce qui doit être dynamité est dynamité. En Verseau, on est sur vraiment la question de la vérité et de la pensée. Donc, on est avec Pluton Verseau, c'est l'idée d'un sérum de vérité, d'une perception instinctive de ce qui est. Et je vous ai parlé de la puissance de Pluton, donc c'est d'autant plus important de nourrir la conscience et l'élévation de conscience, parce que sans conscience, Pluton peut vraiment amener de la destruction. Comme c'est de l'instinct pur, je dirais de la transformation portée par de l'instinct pur. Donc Pluton en Verseau nous invite à des changements de paradigme social et politique, à des changements de paradigme culturel, à des changements de paradigme philosophique. Je vous le disais tout à l'heure, à une horizontalisation de la société. Il n'y a plus d'individus ou de groupes plus importants que les autres. C'était un astrologue américain, Kay Pacha, qui parlait de l'ère du Verseau comme une ère où il y allait avoir un renversement de la société patriarcale. C'est ce que je vous disais. C'est une ère post-patriarcale qu'on peut construire, avec l'exemple des personnes qui se définissent ou qui ne se définissent pas justement comme étant non-binaires. Mais voilà, ça peut se jouer à tous les niveaux. Pluton en Verseau, il faut quand même être assez conscient que ce n'est pas un transit tranquille. Pluton, c'est une planète intense. Le signe du Verseau, c'est un signe électrique. Donc, de la puissance et de l'intensité, de la métamorphose, de la mort-renaissance qui vient rencontrer de l'électricité, voilà, ça n'est pas tranquille. Ça peut amener des ruptures, des éclatements pour mieux reconstruire le renouveau. Mais il peut y avoir des changements soudains, brutaux. Je vais vous présenter brièvement une petite rétrospective historique pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça a pu faire par le passé Pluton en Verseau. En tous les cas, importance du travail de conscience, je répète, pour saisir ce qui se joue, pour y voir plus clair en année 7 2023 et préparer le nouveau cycle. Parce que Pluton en Verseau sans conscience, c'est s'exposer à des risques de manipulation, des manipulations notamment par les institutions, mais aussi par la science et le paradigme scientifique, parce que le signe du Verseau, comme c'est le signe qui pense le futur, c'est aussi le signe de toutes les avancées technologiques, de toutes les avancées scientifiques. C'est aussi l'ère possible de la robotisation. Donc, il peut y avoir une domination justement des technologies, des nouvelles technologies, de l'ère des robots sur l'humain. Après, moi, j'aime pas être catastrophiste, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais voilà, c'est un point de vigilance à avoir, d'où l'importance toujours du travail de conscience.
Donc, rétrospective historique, vous allez voir que c'est assez intéressant. Dernier transit de Pluton en Verseau. Avril 1777, décembre 1798. Sur le plan social et politique, on a d'abord la création des États-Unis, avec du coup l'émergence du Nouveau Monde. Sur le plan, enfin au niveau français, à l'échelle française, eh bien, c'est la période de la Révolution française. De la Révolution française qui va ouvrir la Première République, qui va donner lieu à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui va aussi ouvrir une période d'instabilité politique importante, la période de la terreur, qui va ouvrir à des tentatives de construire une autre société avec le Directoire juste après la terreur, où là, l'idée, c'était de penser des structures politiques qui soient différentes de celles de la monarchie. Donc, il y a même eu, pendant cette période-là, une redéfinition du calendrier. On a modifié le calendrier grégorien pour le calendrier républicain. Donc, modification du rapport au temps, de la manière de vivre ensemble en lien avec le temps. Modification, tout un ensemble de modifications. Sur le plan du travail, il y avait eu également des tentatives en accord avec ce calendrier républicain de modifier les jours de congé, remplacer le repos dominical par un repos décadaire tous les 10 jours. Sauf que forcément, ça a généré des mobilisations d'ouvriers notamment, parce que se reposer tous les 10 jours plutôt que tous les 7 jours, c'était extrêmement fatigant. Mais voilà, c'est une période où à la fois on a de la déstabilisation politique et à la fois on a aussi toute une période d'abolition des privilèges, d'abolition de la monarchie. C'est aussi une période où il y a les premières abolitions de l'esclavage qui se mettent en place. Donc sur le plan social et politique, on a à la fois, en fait, on a de la déstabilisation étatique avec des tentatives de construire, de penser l'avenir différemment et de penser le vivre ensemble différemment. Sur le plan économique et technologique, on est dans le début de la révolution industrielle. Donc pareil, déterminant pour la suite de l'humanité. Sur le plan médical, l'introduction des premières vaccinations. Quand on met en perspective avec ce qui s'est joué ces dernières années, c'est aussi très intéressant de voir ce qui a pu se jouer avec ce Pluton en Verseau. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que sur le plan culturel, Pluton Verseau, ça a amené un changement de paradigme philosophique en 1781, qui était une année universelle 8, donc année universelle qui nous parlait justement de métamorphose. Ce changement de paradigme philosophique, il apparaît avec la publication de la Critique de la raison pure de Kant, qui lui va ériger au-dessus de tout la science comme élément déterminant de la raison. Là où avant lui, et c'est intéressant je trouve d'avoir ça en tête pour ce nouveau transit de Pluton, c'est que avant lui, sur le plan philosophique, alors vous m'excuserez les philosophes parce que je ne suis pas non plus philosophe, mais il y avait tout un mouvement de philosophes écossais qui pensaient les sentiments moraux, les émotions, la sensibilité comme étant au cœur de la raison. Et Kant, en fait, il est parti de là et il a déconstruit tout ça en démontrant que ce qui est vraiment au cœur de la raison pour lui, selon ses analyses, c'était la science. Donc on voit comment la science et le paradigme de la preuve scientifique est venu, et de la démonstration rationnelle est venu en fait supplanter tout le monde des émotions, de la sensibilité, toute la question voilà, des sentiments moraux, de la sensibilité morale aussi. Donc, on a ici quand même quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, en termes de changement de paradigme. Si on retourne encore environ 240 ans plus tôt, transit précédent de Pluton en Verseau, février 1532, décembre 1553, sur le plan géopolitique, on a des reconfigurations importantes. On a la guerre du sultanat d'Anal contre l'Empire d'Éthiopie, donc c'est, pour résumer d'une certaine manière, une guerre de religion, qui va amener quoi? Qui va amener la migration de population oromo de la Somalie vers l'Éthiopie, et c'est
c'est cette période-là qui a marqué le début des tensions entre ces deux pays que l'on retrouve toujours aujourd'hui. Puisque moi j'ai travaillé dans le camp de Calais par exemple, et ben dans le camp de Calais, il y avait tout un ensemble de populations oromo qui étaient donc expulsées, qui venaient demander l'asile. Donc voilà, on retrouve les effets de ces reconfigurations jusqu'à aujourd'hui. Il a failli avoir l'effondrement de l'Empire d'Éthiopie à ce moment-là, justement. Ensuite, sur le plan géopolitique, très important, l'effondrement des empires incas et du monde préhispanique. C'est la période des explorations, c'est la période de la colonisation de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Donc, changement de paradigme, effondrement d'une façon de faire société, effondrement de modèles économiques, sociétaux, religieux, politiques, etc., etc. Et puis, en France, l'annexion, alors moi j'habite en Bretagne, donc ça me semblait important de l'indiquer, mais voilà, l'annexion de la Bretagne à la France, j'ai découvert ça en faisant mes petites recherches, mais n'empêche que ça marque la naissance de l'État moderne, où ça vient s'inscrire dans un processus de création d'État moderne qui s'était engagé au Moyen-Âge. Donc c'est aussi important, vous voyez cette dimension de modernité, du monde nouveau, du monde moderne. Sur le plan humain, en lien avec la colonisation de l'Amérique du Sud, Amérique centrale, on a la controverse de Valladolid. La controverse de Valladolid, c'est justement ces colons qui se demandent comment traiter les Indiens. Est-ce qu'on doit les traiter comme des humains ou pas? Donc il y a cette dimension de hiérarchisation de l'humanité qui est là et qui est questionnée à ce moment-là. Et sur le plan scientifique et culturel, là aussi, un événement majeur avec un changement de paradigme scientifique important, Copernic qui développe les théories autour de l'héliocentrisme. Donc on passe d'une vision du monde où la Terre, c'était le centre du monde, le centre de l'humanité, le centre de l'univers, où là, Copernic, il introduit le fait que finalement la Terre, ce n'est pas le centre, c'est le Soleil le centre. Donc on a aussi une redéfinition de la vision du monde qui se met en place à ce moment-là. Voilà, on pourrait remonter encore plus loin, mais c'est déjà... voilà, c'est important. J'étais remontée encore au transit précédent, mais il y avait juste une chose qui me semblait quand même assez intéressante. Février 1286, décembre 1308, on a la publication sur le plan scientifique et culturel du livre des merveilles ou de Visement du monde de Marco Polo suite à son voyage en Chine. Et à la fois, la Marco Polo, par son voyage en Chine et cet ouvrage notamment, il pose les prémices de l'ethnologie, d'une manière d'analyser les autres sociétés, en tous les cas de les regarder, de les analyser, de les observer, de voir comment on vit ailleurs. Et puis, il a inspiré, ce qui est très intéressant, les grands explorateurs du transit de Pluton suivant. Ces explorateurs qui sont partis conquérir l'Amérique du Sud, eh ben, ils ont été profondément inspirés par les écrits de Marco Polo. Donc de transit de Pluton en transit de Pluton, on voit quels peuvent être les effets en termes d'inspiration. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, la période est assez questionnante, je dirais. Et à la fois, moi, je trouve, depuis mon optimisme, que c'est une période qui est aussi assez, alors excusez-moi le terme, mais un peu excitante dans le sens où qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce que l'on peut co-construire. Voilà, il y a différents plans sur lesquels ça peut se jouer. Sur le plan politique et social, comment est-ce qu'on peut penser le vivre ensemble dans un contexte de déstabilisation étatique? Oula, il y a excusez-moi pour horizontalisation ici, il y a des coquilles, mais comment est-ce qu'on peut penser une plus grande horizontalisation de la société? Sur le plan économique, est-ce qu'on peut penser une société post-capitaliste? Est-ce que la décroissance qui est prônée par une partie de la population, c'est une piste? Est-ce que revenir aux économies locales? Ou est-ce qu'on pense encore un autre modèle? Est-ce qu'on démonétarise? Il y a tout un ensemble d'initiatives et de processus en cours. Sur le plan des communications, le verso aussi, comme je vous le disais, c'est toutes les nouvelles technologies, donc c'est aussi toutes les communications. Donc, est-ce qu'on engage une société post-Internet? Comment est-ce qu'on va reconfigurer les manières de communiquer ensemble? On voit bien déjà que ça se joue pas mal au niveau de la façon dont maintenant Internet, les réseaux sociaux
sont venus reconfigurer aussi d'une certaine manière la façon de communiquer, de se rencontrer. Donc il y a tous ces questionnements qui peuvent se poser. Sur le plan technologique, l'ère de la robotisation, jusqu'où est-ce que ça peut nous mener? Comment est-ce que l'humain peut se redéfinir dans cette nouvelle ère? Sur le plan philosophique, toutes les dérives scientifiques, la question du scepticisme à l'égard de la science, est-ce que le paradigme de la science au cœur de la raison, le paradigme kantien, va résister à ce nouveau transit de Pluton? Comment aller vers une société plus consciente? Hier, j'écoutais une analyse rhétorique d'un docteur en rhétorique, Victor Ferry, et je trouvais que c'était hyper intéressant pour conclure. C'est qu'en fait, pendant ce transit de Pluton, il peut y avoir la cohabitation possible de plusieurs méta-récits. Donc ça peut se jouer sur le plan politique, lui c'est sur le plan politique qu'il le présentait, mais ça peut se jouer sur d'autres plans. Ce récit écosocialiste qui nous dit que la croissance est devenue un danger pour l'humanité, qu'il faut produire moins et partager plus, ça vibre bien verso. Mais le récit libéral aussi vibre bien verso. Aucun problème ne résiste à l'ingéniosité humaine tant que la connaissance circule et que l'entrepreneuriat prospère. Le récit conservateur, ça peut être les résistances du transit passé de Pluton en Capricorne qui réémergent. La société n'est saine que si elle respecte la tradition, avec une défense du coup des institutions. On voit bien qu'il peut y avoir plusieurs méta-récits qui peuvent cohabiter au fil de ce transit. Et d'autres récits à créer, pourquoi pas. Voilà, donc différents chemins s'ouvrent à nous pour créer ces nouveaux possibles. Je reprends encore une phrase. Là encore, comment est-ce qu'on pense ces différents chemins? Dans l'ouvrage que je vous citais au départ, là, l'urgence de la métamorphose, il y a une phrase qui dit « La transition doit s'appuyer sur des tentatives de fonctionnement alternatifs déjà existantes ». C'est une manière de voir les choses. Effectivement, il y a déjà tout un ensemble de tentatives de transformation, notamment à l'échelle locale et micro-locale, sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais est-ce que, avec Pluton en Verseau, c'est le chemin que l'on a à suivre? Ou est-ce que d'autres pourraient dire qu'il faut tout détruire pour reconstruire? D'autres encore qu'il faut inventer des nouveaux modèles? Vous voyez, il y a différents chemins qui s'ouvrent. Voilà, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'avec Pluton en Verseau, il y a cette idée de temps long. La métamorphose, ça n'est pas une urgence avec Pluton en Verseau, puisque la métamorphose, elle va se faire sur le temps long. Et parfois même, elle peut se faire sans qu'on s'en rende compte, et on pourra s'en rendre compte peut-être a posteriori. Cette idée d'horizontalisation, qui pour moi me semble fondamentale, et qui est au cœur de la co-création, de l'intelligence collective, à laquelle nous sommes appelés, en conscience. Parce que sans conscience, un transit de Pluton en Verseau, et un transit de Pluton n'importe où d'ailleurs, ça peut être dangereux. Voilà. J'ai mis mes coordonnées si jamais ça vous intéresse. J'ai vu qu'il y avait un message. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Peut-être apporter, je vois qu'il y a des numérologues, des collègues numérologues qui sont là, alors peut-être apporter des éléments pour compléter ce que j'ai dit. N'hésitez pas à intervenir. Je vous ai plombé avec Pluton. Non, l'idée, c'est vraiment pas de présenter un tableau catastrophiste. L'idée, c'est de montrer en fait ce à quoi nous attendre. Et pour moi, là, c'est vraiment la question à se poser, c'est comment faire de ce transit et des prochains, parce qu'il y en a d'autres à venir, des alliés. Comment marcher avec? Comment accompagner ce mouvement? Justement, de manière créative. Parce qu'en Verseau, le Verseau, c'est un signe de grande créativité et de créativité inspirée. Et c'est pour ça que la co-création, que l'intelligence collective est si fondamentale à mon sens.
c'est qu'ensemble, on peut justement nourrir cette inspiration créative et penser des nouveaux modèles. Avec toujours en tête, quand on articule les transits de Pluton en Verseau et de Saturne en Poisson, à quel champ de fréquence souhaitons-nous nous connecter? Parce que le champ de fréquence auquel on se connecte, c'est ce qui peut déterminer la manière dont on construit, dont on co-construit la société de demain. Voilà, il y a tout un ensemble de personnes qui ont démontré le pouvoir créateur de l'intention. Et alors peut-être que ma vision est biaisée parce que je vis en Bretagne et que la Bretagne, c'est un foyer de ce qu'on peut appeler des travailleurs de lumière, des gens qui cherchent à justement s'imprégner des vibrations d'amour et à diffuser de la conscience autour d'eux. Mais moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans ce sens-là. Donc pour moi, là, il y a quand même des choses qui... voilà, qui, en tous les cas, moi, qui me donne espoir. Oui, moi je trouve que c'est pas plombant du tout, au contraire, hein, Marjorie, ça donne de l'espoir les éclairages que tu donnes. Ah, bah, très bien. Ça permet de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe là au niveau mondial depuis quelques temps. Donc je te remercie beaucoup. Oui, et de comprendre ce qui se passe en ce moment, c'est clair que oui. Ça aide. Bah, c'était mon intention vraiment avec cette intervention, c'était vraiment ça, quoi. C'était de permettre cette prise de distance. Oui. Et les perspectives historiques sont stupéfiantes quand même. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Hein. Ah oui, carrément. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à chercher, parce que ça m'intéressait d'aller voir ce qui pouvait se jouer. Et quand j'ai découvert ça et que j'ai continué d'aller chercher, je me suis dit, c'est impressionnant. Donc, voilà, tirer les enseignements de l'histoire aussi. Tirer les enseignements de l'histoire. Oui. Et on voit comment, d'un transit à l'autre, il y a des choses qui se rejouent, parce qu'on est sur cette notion de cycle. Quand on pense l'existence au prisme des cycles, voilà, c'est un éternel recommencement, mais un éternel recommencement qui nous permet d'évoluer toujours un peu plus. Et on voit comment d'un cycle de Pluton à l'autre, Pluton Verseau à l'autre, il y a des choses qui se rejouent, mais qui se rejouent différemment avec des tentatives de progression. On va toujours un peu plus loin. Bon, il y a toujours encore des... Voilà. De l'instabilité, de l'électricité, etc. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a de la progression. Non, c'est très lumineux, éclairant. Je regarde s'il y a des questions. Alors, j'ai un message de Jean-Luc, je vous le lis, il doit partir, mais il dit « Je pense à la philosophe Gabrielle Alperne qui écrit sur l'hybridation comme nouveau modèle. » Et donc, il nous propose une citation. « L'hybridation, c'est le mariage improbable, c'est le fait de mettre ensemble des choses, des métiers, des compétences, des générations, des activités, des secteurs, des matériaux, des imaginaires qui sont radicalement différents ou qui semblent a priori n'avoir rien à voir ensemble et qui, réunis, permettent de créer quelque chose de nouveau, un tiers-lieu, un tiers-secteur, un tiers-modèle, un tiers-métier, de nouveaux mondes en somme, avec 3 risques qu'elle identifie, cette philosophe, la fusion, la juxtaposition ou l'assimilation. Voilà. C'est un ouvrage qui est disponible si ça vous intéresse d'aller plus loin. Merci beaucoup Jean-Luc pour cet éclairage. Voilà, il disait que c'était éclairage pour mettre en avant la métamorphose réciproque. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Eh ben, merci infiniment, Marjorie. Merci à toi pour ce moment d'éclairage intense. Oui, c'est intense. Quand on parle de transit de Pluton, on est dans de l'intensité. Oui, tout à fait. On le ressent vraiment dans ton discours. C'est très, très intense. Marie-France, je vois que tu as allumé ta caméra. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Je viens de voir que ma caméra n'était pas activée. Mais j'ai suivi, Marjorie, ta conférence avec un grand intérêt. Ça me rebranche un peu
avec l'astrologie dont je parlais un tout petit peu hier sur le salon. Je trouve ta perspective historique extrêmement parlante, extrêmement intéressante. Je sens la chercheuse en toi avec cette rigueur, cette précision qui me parle beaucoup. Et moi, je n'ai pas du tout trouvé que c'était plombant. Je trouve au contraire que ça nous permet de mettre encore plus de conscience dans ce que nous faisons, nous vivons, nous transmettons. Je te remercie infiniment pour cela. Et j'ai bien aimé ce parallèle entre astrologie et numérologie que moi, je ne sais pas du tout faire. C'est passionnant. Après, quand on commence à pousser, Oui. C'est vraiment passionnant. Enfin, bon, non, mais moi, je suis passionnée par ça. Se sent, hein. Ça se sent, ta passion. Très faible en astro, donc voilà. Mais ce parallèle me parle, il est tout à fait cohérent et juste, quoi. Ok. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci encore. Beaucoup. Merci à vous. À toi. Merci. Et belle Merci fin de journée. beaucoup. Et Merci. Merci. À bientôt, Marjorie. À très bientôt. Au revoir à toutes. Au revoir. Au revoir. Hop. Alors, quitter.